Donc, l'enregistrement est maintenant activé. Bien sûr, quand vous allez écouter ça, si vous l'écoutez sur YouTube en accéléré, vous allez passer rapidement sur les longs silences parce qu'il risque d'y avoir un peu de silence aujourd'hui. Donc, je donne priorité à vos questions. J'ai essentiellement tout le matériel pédagogique à ma disposition sur VIA. Et puis, je vais me balader là-dedans en fonction de vos questions. En passant, évidemment, une des choses qui m'a convaincu de travailler pour essayer d'avoir le matériel sur YouTube, c'est que j'ai compris que pour certains d'entre vous, ne pas avoir de clients VIA vous embêtait pas mal. Donc, puis bien sûr, je comprends que de pouvoir les écouter en 60% du temps, ben, c'est un grand avantage. Donc, disons que ça m'a fait réfléchir beaucoup, mais je ne savais juste pas comment faire la semaine passée. Vous voyez devant vos yeux le résultat du mini-test. Selon ma compréhension, c'est après que Ahmad ait corrigé le bug qu'il y avait dans une des questions. Donc, je pense que ça, je pense, hein, parce que c'est Ahmad qui fait tout ça, qui fait le travail en coulisses pour moi. Et si vous ne savez pas, c'est très long. Le premier lui a peut-être coûté 40 heures de travail et les suivants avec le Learning Curve, le mini-test d'aujourd'hui, c'est 20 heures de préparation pour faire ça. Mais le résultat, je crois, est très positif. La note est très élevée. Comme je vous ai dit, le but, c'est que ce soit accessible, relativement facile. Si 80% de la classe a 20 sur 20, je n'en suis qu'heureux. Et donc, le but, c'est de vous motiver à écouter le matériel, à lire, à réfléchir avant de venir en classe. En fait, c'est tout le principe d'une classe inversée. Plutôt que de prêcher dans le désert à des gens qui ne savent pas de quoi je parle, vous avez probablement, j'espère, écouté les modules pour cette semaine. Je peux vous dire par expérience que je sais pertinemment que le module sur l'introduction sur les BJT, il est aride, il est difficile à écouter et les étudiants typiquement demandent, monsieur, pouvez-vous faire des exemples, des exemples, des exemples? Ben, il n'y en a pas d'exemples dans ce premier module-là parce que c'est les bases théoriques. Les exemples vont venir plus tard. Donc, c'est comme ça. Donc, ben voilà, j'ai rien de plus à dire sur cet histogramme. Donc, il n'y a pas encore de... Je vais redire quelque chose qui est là-dessus. Je n'ai pas l'intention aujourd'hui, la semaine passée, si on était un petit peu nerveux, Ahmad et moi, que les choses crachent et ne fonctionnent pas. Là, on commence déjà à être un peu plus confiant que les choses vont bien se passer avec le mini-test. Il y a un bout qui est vraiment génial dans tout ça, c'est que quand vous terminez, ben, quelques minutes après, quelques secondes après, vous avez votre note quand le test se ferme et vous avez les résultats du test. Je trouve ça particulièrement intéressant pour ma part, donc, et je présume que vous aussi. Puis en passant, le plan de match, c'est que voyons, l'intra et l'examen final, je ne sais pas encore, mais l'intra certainement sera dans le même style, un peu plus proche des questions, une plus grande proportion peut-être de questions de calcul, questions à développement. Donc, c'est une très excellente pratique pour ce qu'il y aura à l'intra. Bien sûr, probablement que ce sera un peu plus difficile parce que peut-être que ce n'est pas correct d'avoir une moyenne de 19 sur 20 à l'intra. Puis, en passant, les questions de la semaine passée étaient beaucoup des questions de revision. Donc, cette semaine, peut-être qu'il y a des questions qui sont de compréhension de matières nouvelles. Donc, ce serait peut-être pas normal que qu'on ait le même histogramme de notes la semaine prochaine, mais on verra. Je vais m'ajuster et je trouve ça génial de pouvoir voir. C'est une très grande rétroaction pour moi. Donc, il y a un nouveau message. Je vais aller lire. Encore une fois, ma priorité, c'est à vos questions. OK. OK. Bon, pour clarifier, d'accord? Pour clarifier, on est donc il y a la matière la matière d'aujourd'hui, on est la semaine 3. Je mets les vidéos en ligne et le principe d'une classe inversée, c'est que le matériel de la semaine 3, c'est le matériel de la semaine 3.
Et je vois vraiment deux niveaux là-dedans. Puis encore une fois, j'apprends là-dessus, là. Mais si vous n'avez pas écouté le matériel la semaine 3, on ne peut pas discuter, on ne peut pas parler, vous n'êtes pas là. Donc, vous ayez écouté le matériel la semaine 3 et il peut y avoir des questions, on ne fait pas particulièrement exprès pour faire ça, mais il peut y avoir des questions qui vont un peu plus en profondeur sur le matériel de la semaine 2 que vous devriez avoir plus intégré, plus compris. Et comme il y a une continuité dans la matière du cours, bien souvent ce qui va se passer, c'est que le cours de la semaine 3 approfondit sur ce qui a été vu la semaine 2, puis on donne des questions. Bon, c'est pas un cours où vous pouvez oublier ce qui a été vu la semaine passée, absolument pas. C'est un peu comme un édifice qu'on construit, puis si on veut ajouter un troisième étage, ben, il faut que le deuxième étage tienne. Donc, la semaine 2 est inclus, et possiblement avec un peu plus de profondeur pour m'assurer que vous ayez vraiment compris ce qui était la matière de la semaine 2. Et il y a une chose qui est un peu délicate, c'est aussi le lab. Pourquoi le lab? Parce qu'on avait avant tout un mécanisme de vérifier en entrant au lab que vous êtes bien préparé à faire le lab. Puis la situation serait absolument catastrophique si vous attendez la dernière semaine avant la remise pour tenter de faire tout le lab. Je vous promets que ça ne peut pas marcher. C'est beaucoup, beaucoup trop long. Les exercices qui sont là, ça prend du temps. Ceux qui ont commencé à le faire peuvent en témoigner. Donc, pour vous motiver, il y a un peu la notion d'une vérification de la préparation de lab et certaines questions peuvent porter sur le lab. Je ne sais pas si Ahmad l'a beaucoup fait à ce point, mais on ne s'en privera pas. D'accord? Donc, le mini-test aujourd'hui, ben, je n'ai pas regardé dans un grand détail, mais je dirais que j'ai beaucoup fait confiance à Ahmad pour aujourd'hui, et donc que c'est en profondeur dans la semaine 2 et écoute de la semaine 3. Puis la semaine prochaine, ce sera en profondeur dans la semaine 3, puis écoute de la semaine 4. Oui, ben, exactement, c'est ça. Donc, je m'attends que vous ayez écouté les capsules. Bon, les capsules de cette semaine, je pense que je suis pas sûr que j'ai mis visible. Elle est prête, là. C'est juste à peser sur le bouton. La première capsule de la semaine 4. Puis, la capsule, j'étais un petit peu en retard. J'ai eu une semaine très, très intense la semaine passée. Les capsules de la semaine 3 sont devenus disponibles dimanche midi. Et je vais essayer de faire mieux. Je vais essayer de les rendre disponibles pour le samedi midi. Donc, j'ai encore une capsule enregistrée demain et possiblement, c'est dépendant comment j'arrive au niveau de débordement plus tard dans le trimestre, de les mettre, dans le fond, idéalement, c'est de les mettre disponibles immédiatement après le cours, mais il faut qu'elles soient enregistrées. Donc, une question concernant les NR, absolument. Donc, est-ce que c'est possible de mettre plusieurs en série pour obtenir un plus grand voltage Zener? La réponse à cette question-là, c'est oui, absolument. Cependant, je vais amener le module sur les Zener. Quand on met des composants en série, il y a des subtilités et il y a des nuances. C'est légal de faire ça, mais il y a des choses qui ne se font pas. Donc, comme par exemple, une diode Zener, OK? Si je m'en vais dans le module de la Zener, je vais avoir la courbe, oh, je vais avoir la motion avant. Donc là, je suis sur la Zener. Que va-t-il se passer si vous mettez deux Zener en série? Ben, en fait, c'est quoi la différence entre deux Zener en série, en inverse, et deux diodes ordinaires en série? Donc, par exemple, imaginez que je considère un N4002 qui a un claquage à 100 volts, ben, j'en prends deux en série et j'ai pas de diode qui claque à 200 volts et je me mets deux N4002 en série. Ben, ça, en espérant les garder dans cette zone ici. Ben, ça, c'est une très mauvaise idée. Je réponds sans répondre à votre question. Donc, si vous vous mettez à ce point,
mettre deux diodes de 6,8 en série pour vous faire une diode de 13,6, ça va très bien si vous passez le IZT dedans. Par exemple, si on spécifie que le IZT est de 1 mA, je ne sais pas, j'invente un chiffre là. Si vous avez deux diodes pour lesquelles le IZT est de 1 mA, vous passez 1 mA, ça va se passer assez bien. Il va peut-être en avoir une à 6,8, l'autre à 6,9 ou à 6,7 et ça va bien aller. Mais si vous prenez exactement la même courbe, parce que fondamentalement, il n'y a pas de vraie différence entre une Zener et un N4002 sur laquelle vous viendriez imposer 110 volts, par exemple. Une différence, cependant, c'est qu'à 110 volts, si vous mettez 1 mA dans 110 volts, ça vous donne immédiatement 110 milliwatts. Si vous mettez 2 mA, vous êtes à 210 milliwatts. La puissance monte très, très vite quand la tension est élevée. Donc, vous voyez bien que je ne fais pas de distinction conceptuelle entre une Zener et une diode conventionnelle utilisée dans son genou. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas de différence. La seule différence réelle est que une Zener est désignée pour avoir une tension de claquage qui est plus basse qu'une diode conventionnelle. Donc, on veut contrôler cette tension de claquage. Et avec un VZT, disons, de 6 volts, ben, passer 1 mA dedans, ça fait 6 milliwatts. C'est pas grave, ça va bien. Le boîtier est capable de tolérer 250 milliwatts. Donc, est-ce qu'on peut mettre deux Zener en série pour élever la tension de claquage du montage? Oui, ici, dans cette zone, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'en réalité, le courant de fuite de base de la diode Zener est quelque chose qui est hautement variable d'une diode à l'autre. Donc, quand vous en mettez deux en série, celle des deux qui a le courant de fuite le plus faible va être forcée, va claquer en premier. C'est elle qui va supporter toute la tension inverse. Donc, par exemple, si j'en ai une qui a un courant ici qui serait de 1 nanoampères et que l'autre a un courant inverse de 2 nanoampères, ben celle qui a un courant inverse de 2 nanoampères va absorber toute la tension inverse en premier jusqu'à ce que l'autre claque et que le courant entre dans cette zone. Donc, c'est une subtilité de compréhension que vous venez de me poser là. Et est-ce que j'opère ici, l'endroit où on est supposé une Zener, en forçant un courant, ou est-ce qu'on opère là, où elle n'a pas encore claqué, et quand on opère là, quand est-ce qu'on voudrait faire ça? Ben, j'ai une diode de 100 volts entre les mains, et j'ai une tension de 600 volts. Est-ce que je peux en mettre 8 en série, puis est-ce que ça va marcher? La réponse est éviter de faire ça. Faites pas ça. Et il y a des techniques, là, mais plus avancées que le niveau du cours. À un moment donné, quand Hydro-Québec veut construire un convertisseur tension-tension, puis qu'il y a 10 000 volts sur la tension, est-ce que si j'ai 100 000 volts dans un convertisseur DC-DC entre Montréal et New York, il faut bien que quelqu'un sache monter des diodes en série, en inverse. Oui, ça se fait, mais c'est un concept avancé, c'est une notion avancée dans laquelle je ne veux pas entrer maintenant. C'est trop complexe. Donc, ça répond à la question de M. Hébert. Le courant IZK et IZT. Le courant IZK et IZT, le courant IZT, c'est une espèce de courant mi-zone où on vous dit, ben, si tu te places là, tu vas avoir une résistance dynamique faible. C'est le courant de test spécifié par le manufacturier. C'est la zone d'opération recommandée pour avoir une faible résistance dynamique. IZK, c'est un peu le seuil de mode de fonctionnement du mode Zener. Donc, si le courant dans la Zener descend en bas de IZK en magnitude, ça vous amène dans cette zone. Et dans cette zone, ce qui se passe, c'est que la résistance dynamique
la pente de la courbe, comme vous le voyez, devient très élevée. Donc, la résistance dynamique devient très élevée. Donc, elle ne fait plus un travail de régulation. Elle fait un travail comme une diode conventionnelle de s'opposer à un passage de courant. Donc, ici, c'est là où si vous voulez un mode de régulation avec une faible résistance dynamique, c'est là où le manufacturier spécifie sa diode. Et là, c'est le point où le manufacturier dit « Va pas en bas de ce courant, parce que si tu vas en bas de ce courant, tu vas te retrouver avec une résistance dynamique élevée et tu n'as plus un régulateur entre les mains. » Mais cependant, est-ce que c'est défendu d'utiliser une Zener là? Absolument pas. Un montage tout à fait valide, c'est un montage de type écrêtage. Et là, je vais aller ailleurs dans le matériel. Est-ce que je l'ai? J'espère que je l'ai. Zut, je ne l'ai pas pris. Est-ce que je l'ai pris? Il y avait autres, attends un petit peu, circuit d'alimentation. Bon, j'ai oublié de me mettre, bon, je vais vous faire un mauvais dessin. Excusez d'avance le mauvais dessin. Le mauvais dessin serait ceci. Vous avez une résistance et vous avez votre diode Zener que vous mettez comme ça et un premier montage. Et là, vous avez VE et sur votre entrée, sur votre Zener, bien là, vous avez essentiellement, vous pouvez vous en servir non pas comme un régulateur, mais comme un écrêteur. Imaginez que vous mettez une diode de 6.8, 6,8, d'accord? Et que vous avez ici, vous avez un microprocesseur, et votre microprocesseur est capable de tolérer 5 volts à l'entrée. 5 volts, mais on vous dit, si vous mettez 10 volts à l'entrée de votre chip, vous allez le brûler. Et vous voulez protéger l'entrée de votre chip pour éviter de le brûler. Donc là, vous vous servez de cette Zener comme un écrêteur pour protéger une entrée. Un autre montage qu'on a fait, j'aurais bien aimé avoir le module, mais c'est trop long à charger dans VIA, je vais vous perdre. Donc, si j'ai ce montage, une Zener dans ce sens, puis je vais faire comme ça une Zener dans l'autre sens, et je mets mes deux Zener comme ça, tête bêche, et je me mets avec une entrée, on met toujours, quand on veut un écrêteur, on met toujours une résistance. Donc, vous venez, par exemple, vous mettre une résistance de 1 kΩ ici, et avec votre résistance, vous avez votre V entrée et votre V sortie, et vous mettez deux Zener qui ont un claquage de 3.3. Donc, si vous faites ça, vous venez limiter, vous venez vous faire une réponse entrée-sortie qui va avoir cette gueule-là. Donc, ça va écrêter à 3.3. Oups, ça ne veut pas faire des points. Donc, 3,3 et 3 moins 3,3, excusez mon mauvais contrôle de la plume. Donc, plus 3,3 moins 3,3. Donc, vous avez une tension d'entrée, une tension de sortie, et vous faites un limiteur de tension. Ce serait une application avec deux Zener où vous l'opérez normalement là. Puis l'usage, c'est d'en avoir deux dos à dos, comme je l'ai montré ici, et d'être tout le temps là, puis elle conduit essentiellement jamais plus que son courant de fuite. Donc ça, c'est pas un usage régulateur, c'est un usage écrêteur. Le composant est là, à vous de vous en servir, c'est la palette de l'artiste, vous êtes l'artiste, là vous vous en servez possiblement comme un régulateur ou comme un écrêteur, et là vous vous en servez clairement comme un écrêteur. Je regarde. Je descends là. Le courant minimum à imposer, je suis absolument d'accord. Ça veut dire qu'on voudrait plus être à IZT, oui, absolument d'accord. Comment trouve-t-on IZT en pratique? Spécification du manufacturier, donnée du problème. Donc, c'est une donnée du problème. Dans l'exemple qui est fait plus loin, si vous vous rappelez, vous avez tout ça, mais on vous dit IZT 5 mA. Ça, c'est la spécification du manufacturier. Le manufacturier dit, quand tu mets 5 mA dedans, tu vas avoir 20 ohms. Mais à la fin de la journée, dans votre problème,
Vous ne mettez pas 5 milliampères dedans, vous mettez 6 milliampères dedans. Donc, il n'y a pas exactement la tension nominale on n'a plus le VZT nominal parce qu'on n'a pas mis 5 milliampères. Est-ce que c'est illégal de faire ça? Absolument pas. C'est tout à fait correct. C'est la palette de l'artiste, c'est la liberté de design que vous avez, où vous allez être presque à 6.8 et vous pouvez calculer de combien à côté. Même à la limite, vous pouvez vous désigner une 6.85 ou une 6.75. C'est à vous de contrôler où vous voulez être via le courant que vous mettez là. Donc, d'accord. Comment trouve-t-on IZT en pratique? Spécification. Il n'y a pas de masse dans votre schéma. Oui, c'est vrai. Évidemment, vous comprenez combien. Quand je dessine rapidement, c'est classique pour moi d'oublier de dessiner la masse. Je m'en excuse. C'est approximatif. Donc, ici, la masse serait là. Merci de l'observation. Donc, c'est incorrect, mais c'est juste c'est un lapsus. C'est comme auto-évident pour moi, mais la masse était là. Merci de me l'avoir flagué. Donc, je descends. Est-ce que oui, merci 1-0. 1-0 pour vous. J'ai fait une erreur. Je viens de faire une erreur de design, d'accord? Merci de me l'avoir souligné. Donc, je viens de faire une erreur de design dans ce montage. Le montage que j'ai fait est pas bon. Merci. Donc, si celle-là est censée de me donner 3.3, en réalité, mon design est incomplet. J'ai fait une erreur de design, je la corrige. Donc, je suis en train de créer à la volée. Donc, bien sûr, je peux faire une erreur. Imaginez que je mets une diode conventionnelle dans ce sens pour forcer le passage du courant dans ce sens, ici. Et je viens mettre une diode, là, mon montage se complexifie, d'accord? Puis en réalité, ça c'est un bon montage. Mon montage de tantôt n'est pas correct. Et avec le montage fait comme ça, là je vais aller sortir mon efface pour corriger mon erreur. Donc je corrige mon erreur et je refais ma courbe. Et si je refais ma courbe, il y a vraiment un bug dans ce que j'ai fait. C'est une erreur de design. Et quand on fait du design électronique, bien sûr, parfois Mère Nature, elle nous dit « Écoute, garçon, là, tu t'es trompé. » Mais là, j'aurais quoi? J'aurais 0,7 plus 3,3. Donc, j'aurais un écrêtage à compter de 4. Et j'aurais un écrêtage à côté de moins 4. Et j'irais de plus 4 volts à moins 4 volts parce que j'ai une diode en direct et une diode en inverse qui impose le passage de courant. Dans le schéma que j'ai fait tantôt, en réalité, le schéma que j'ai fait tantôt aurait le même comportement que si j'avais mis deux diodes comme ça. Et deux diodes comme ça, c'est un bon circuit. Ça, c'est vraiment un bon circuit. Et qu'est-ce que ça fait si je fais ce circuit? Bien, ça limite, c'est un écrêteur qui limite la tension d'entrée entre moins 0,7 et plus 0,7. Où est-ce que vous voulez utiliser ça? Évidemment, si je veux faire ça, toujours une résistance pour pas briser mes diodes. Et où est-ce que vous mettriez un truc comme ça? Ben, vous mettriez ça à l'entrée. Là, imaginez que vous avez ici un préamplificateur sensible, donc un préamp, j'écris très mal comme ça, préamp sensible. Et essayez d'imaginer que vous avez un ampli d'instrumentation où vous avez un préamplificateur qui a une impédance d'entrée très, très élevée, comme 1 gigaohm. Et par exemple, vous voulez aller mettre là-dessus un signal de ECG pour aller mesurer un battement cardiaque ou aller mesurer l'activité du cerveau. Vous avez toujours votre 1 kOhm pour protéger vos diodes, parce qu'un tel ampli, plus il y a une impédance d'entrée, plus il est fragile et plus il est sensible. Vous venez avec votre gros doigt méchant, là, puis vous êtes chargé avec l'électricité statique. Vous touchez l'entrée d'un préamplificateur à très haute impédance
d'entrée, vous pouvez le détruire, le faire exploser. Parce qu'une décharge électrostatique, vous avez certainement expérimenté ça dans votre vie, quand vous sentez une décharge électrostatique avec votre corps, c'est un minimum de 200 volts que vous venez de décharger. Une décharge électrostatique commune, c'est 1 kilovolt. Vous arrivez avec votre méchant doigt, vous touchez un circuit, vous touchez le circuit ici, avec votre méchant doigt, 1 kilovolt, votre méchant doigt, il fait 100 picofarades. Donc, vous êtes un condensateur de 100 picofarades, 1 kiloohm. Quand vous touchez un circuit, si vous avez marché sur un tapis et que l'air est sec, vous vous déchargez. Quand vous faites ça, vous pouvez détruire un circuit électronique. Et comment vous prémunir d'une telle agression que vous allez faire sur votre montage? Ben, c'est tout simple. Vous mettez un circuit de protection, un écrêteur test-bed. Donc, c'est très utile et très pratique, un truc comme ça. Bon. Je vous remonte, écoutez, mes explications sont peut-être trop longues, désolé, je suis comme ça. Donc, voilà, est-ce qu'on possède un temps de... Est-ce qu'on a possède un temps de recouvrement? Il faudrait préciser un petit peu la question, mais normalement, si j'utilise une Zener, oui, bien sûr, il y a un temps de recouvrement. C'est évident qu'il y a un temps de recouvrement avec une Zener, sauf que si le but de la chose, c'est de protéger mon circuit contre quelque chose qui va le détruire, je préfère avoir une microseconde de punition sur le banc des joueurs pour protéger mon préamplificateur. Donc, je ne m'attendrai pas qu'un circuit de protection comme ça va ressortir du mode écrêtage en 1 nanoseconde. Là, bien sûr, vous me poussez dans des retranchements. Là. Si je veux un circuit de protection qui serait un écrêteur rapide, là, vous faites de l'électronique avancée. Le montage qui est là ne le fera pas. Donc, il va avoir un temps de recouvrement et il va vous envoyer sur le banc des punitions, puis vous allez entrer dans le mode écrêtage pour un temps qui pourrait aller de l'ordre de la microseconde, mais c'est un prix à payer modeste versus détruire votre circuit. Là, je regarde Monsieur Larivière, oui, ça prend au moins une diode en direct. Oui, effectivement, c'était le bug. Avec la diode, oui, tout à fait. D'accord. Bon, il y a le commentaire de M. Gauthier. Est-ce que c'est parce que ça coûte trop cher ou parce que c'est pas bon ou parce que c'est un bout pour le professeur qui s'est trompé? Tout ça, c'est vrai. OK? Donc, le mini-test est-il sur la matière de cette semaine ou de la semaine dernière? J'ai déjà répondu à cette question-là, toutes ces réponses. Donc, approfondissement sur la matière de la semaine passée et matière du cours d'aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la matière de la semaine passée, posez-les s'il vous plaît. Je ne vais pas refaire le cours. D'accord? Donc, d'accord. Mais en passant, l'histoire du doigt méchant, là, c'est vraiment, vraiment pas de la rigolade. Si vous ne le savez pas, quand on a introduit la technologie CMOS, les premières familles CMOS, dites de série A, ont resté sur le marché pendant 2 ans. Puis on les a retirées pour amener la série B. Là, maintenant, on ne le met plus, parce que c'est une évidence pour tous les électroniciens. Une entrée d'un circuit CMOS, on va y revenir, vous ne savez pas c'est quoi encore un MOS, mais imaginez que le transistor est un MOS, on va voir plus tard qu'un transistor qui est un MOS, l'entrée est un condensateur. C'est une entrée à très très haute impédance. Et votre doigt, j'ai déjà fait l'expérience personnellement, là, quand j'étais étudiant, j'étais fasciné par le fait que quand je touchais mon montage, je le perturbais. Et quand vous touchez un montage, vous le perturbez parce que votre modèle équivalent, vous êtes un composant électrique et votre modèle équivalent, c'est 100 picofarades avec 1 kiloohm à peu près. C'est l'effet que vous faites à un circuit quand vous le touchez. Si 100 picofarades le perturbe, 100 picofarades, vous êtes un 100 picofarades,
entre n'importe quoi, 80 pour une petite dame légère, puis un gros joueur de football 200. Puis si vous êtes un mécanicien qui a beaucoup de cornes sur les doigts, ben peut-être que votre 1 kilo va devenir 10 kilo. Donc, c'est pas idiot de penser en termes d'un modèle équivalent pour un humain, pour un travailleur sur une chaîne d'usine qui va venir zapper de l'électronique. Donc, il faut toujours être prudent quand on touche des montages électroniques parce que les décharges électrostatiques, c'est une réalité de la vie. Une page blanche, si vous voulez. Mais c'est quoi la différence entre ça et une page blanche? Moi, j'ai oublié d'invoquer une page blanche. Oui, c'est possible d'avoir une page blanche. Il y a plus de place sur une page blanche. Je peux dessiner plus grand. C'est vrai. Je ne sais pas où est la page blanche. Normalement, je peux l'ajouter. Ouais, oui, je manque encore de pratique avec l'usage. Oui, c'est possible. J'ai oublié de créer la page blanche. À créer un tableau blanc. Créer un tableau blanc, créer. Bon, merci, c'est fait. D'accord. Merci du commentaire. Je l'accepte très bien. Page d'écran. Où est ma page blanche? Où est mon tableau blanc? Donc, je viens de créer mon tableau blanc. Donc, oui, c'est tout à fait possible. D'accord. J'y penserai la prochaine fois. Merci. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que si vous n'avez pas, vous, de questions, moi, ce que je peux faire, dans ce PDF de la diode Zener, l'exercice B, pourquoi ne prend-on pas en compte le VZ0 dans le diviseur de tension? OK, excusez, je vais retourner au circuit. Je vais retourner au circuit de la Zener. J'ai une dizaine de PDF, il faut que je choisisse le bon. Donc, est-ce que vous pouvez préciser dans ce PDF de la diode Zener l'exercice question B? Il faut que je prenne le temps de lire. Hein? Je m'arrête pour bien vous lire quand je suis un petit peu trop rapide. Donc, dans D ici, pourquoi on ne prend pas en compte VZ0? Calculer dV0 résultant d'une variation de plus ou moins 1 volt sur la diode, delta V0. Calculer dV0 résultant d'une variation de plus ou moins 1 volt sur V+. OK. On va voir la réponse. On va voir la réponse à la question B. D'accord? Pourquoi on ne tient pas compte de... pourquoi ne pas tenir... Pourquoi on ne prend pas en compte V0 dans le diviseur de tension? La réponse est, on devrait en tenir compte. On devrait absolument en tenir compte. Ça, c'est un premier calcul approximatif. Donc, votre question indique que vous commencez à comprendre et que la personne qui a créé la slide, je peux attirer votre attention et j'ai voulu garder le copyright original. Je ne suis pas le créateur de ces slides et vous pouvez lancer des tomates à l'un de mes collègues retraités depuis bien longtemps et la réponse courte, moi-même, ça me dérange, mais c'est un premier calcul approximatif ici, et je crois qu'un petit peu plus loin, on fait le calcul en tenant compte de V0. Donc, on dit que c'est une méthode approximative, puis après ça, on vient vous dire, ben regarde, on va le faire en tenant compte de V0. Donc, ce n'est qu'une approximation, d'accord? Donc, voilà, oui, effectivement, on le fait plus tard. On a... au commentaire de M. Larivière, je pourrais dire les hypothèses formulées en cours d'exercice sont peut-être pas toujours rigoureusement énoncées, mais en fait, c'est le coup classique du professeur qui dit « je voulais savoir si vous suiviez ». Je dirais plutôt que le créateur de la slide a manqué de rigueur. Puis moi, mon excuse, c'est ben, je recycle du vieux matériel pédagogique. Ça me gosse des fois quand je vois ça, mais c'est imprécis. Est-ce qu'on peut la faire en examen ou non? Excellente question. Si
nous manquons de rigueur, si je manque de rigueur dans une question, vous pouvez me challenger et vous pouvez obtenir tous vos points. Quand une question a plusieurs réponses possibles et que c'est pas clair, qu'on vous force à en tenir compte et que moi, je vais avoir tendance à m'attendre à tenir en compte tout ce qui est important. Par défaut, c'est mon réflexe, mais si ce n'est pas spécifié dans la question et que vous avez fait une approximation ou une simplification raisonnable et que moi ou mon collaborateur qui corrige la question est plus rigoureux, plus catholique que le pape, ou plus catholique que le grand imam, ou plus musulman que le grand imam, parfois je m'exprime d'une façon un peu colorée, si vous voyez ça, rappelez-nous à l'ordre puis réclamez vos points. Donc, on est humain et on peut faire des erreurs. La question D, pourquoi on approxime V0 par VZT et non pas par VZ0? L'erreur est humaine, c'est un élément de réponse. Ici, réponse. Regardez. Méthode approximative. Et là, on vous dit méthode exacte. C'est exactement le point. Vous touchez absolument le nerf de la guerre. Et si la méthode approximative vous prend 15 secondes, puis vous la faites sans sortir votre calculatrice, puis vous dites, comme on dit en québécois, rien qu'à voir, on voit bien. Donc, et vous le voyez tout de suite quand vous avez votre montage au laboratoire, pas besoin de sortir de calculatrice, mais pourquoi pas? Donc, là, il faut peut-être aller calculer une résistance en parallèle. Puis moi, je peux vous dire, quand j'ai appris l'électronique, celui qui vient nous parler des chiffres significatifs insignifiants, donc vient par nous parler des chiffres significatifs insignifiants. Donc, les chiffres significatifs qui, comme ingénieur, sont caves à mettre dans un résultat. Donc, ça veut dire quoi? 6.38095. Mon professeur qui m'a enseigné l'électronique, il dit, voyons, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ton multimètre, il y a 3 chiffres significatifs. Ta zener est précise à 10%. Voyons, arrête de rire de moi. Ça veut dire quoi, ça, 0.95? Ça veut dire... Et là, en réalité, si vous regardez la réponse approximative, c'était 68 millivolts. Donc, vous pouvez avoir la réponse de 68 millivolts en rien qu'à voir, on voit bien. Donc, 20 ohms fois 3.4 milliampères, c'est une approximation qu'on est capable de faire de tête au labo. Puis celle-là, il faut sortir notre pitonnette, mais finalement, qu'est-ce qu'on a gagné comme précision quand on fait ça? Des fois, pas grand-chose, d'accord? On a gagné 3 millivolts de précision, puis je vous garantis que quand vous allez au lab avec un oscilloscope, là, 65 millivolts de chute ou 68 millivolts de chute sur 1 volt, je peux vous dire, vous ne la verrez pas la différence. Vous venez là-dessus mettre un oscilloscope et 65 millivolts puis 68 millivolts, c'est bien pareil. La résistance qui est là, à moins que vous l'ayez mesurée à 1% avec votre multimètre, ce qu'on vous demande de faire au labo pour réduire les erreurs, normalement, si vous avez un PCB sur lequel il y a une résistance, vous ne l'avez pas mesuré au multimètre, vous ne pouvez pas la dessouder pour aller... On vous fait faire quelque chose qui est, dans le fond, irréaliste au labo. Pourquoi? Pour réduire les erreurs, pour que la théorie et la pratique collent mieux. Mais dans la vraie électronique, vous mettez une résistance dans un montage, c'est une résistance qui est précise à 10%, puis 10%, si je mesure une tension qui est de 6 volts, 6 volts plus ou moins 10%, c'est 600 millivolts, puis la précision qu'on a gagnée, c'est 3 millivolts. Donc, oui, effectivement, ça peut offusquer des gens qu'on aille par des méthodes approximatives, mais c'est au niveau du bruit, c'est au niveau de l'erreur. Donc, si je vous dis que mon but, c'est d'avoir 6.8 volts, que tous mes composants sont précis à 10% et que je n'ai pas pu les mesurer avant de les souder sur la carte, donc, la tension qui est là, ça va être 6.8 volts plus ou moins 10%, donc plus ou moins 600 millivolts. Donc, si c'est précis à plus ou moins 10%, donc
C'est quoi votre problème d'avoir 3 millivolts d'erreur? Donc, vous comprenez pourquoi l'électronicien, dans la vraie vie, il va être bien content avec sa méthode approximative. Maintenant, le professeur fatigant, pendant l'examen, il va vous dire, essentiellement, il va s'attendre à ce que vous utilisiez la méthode exacte, juste pour vous challenger, pour voir que vous savez calculer votre résistance en parallèle. Bon, d'accord, on peut argumenter, là. Normalement, il faudrait être précis et de le dire dans la question, parce que sincèrement, c'est vraiment c'est sujet au bon jugement. Moi, dans la vraie vie, j'utiliserai la méthode approximative quand j'ai un vrai problème sur un banc et que je me pose une question, est-ce que mon montage se comporte correctement? Et si je veux faire des calculs plus précis, parfois j'ai besoin de le faire. Je vais aller à la méthode exacte. Par sécurité, dans une question d'examen, aller à la méthode exacte. OK. Je ne sais pas si j'espère que j'ai répondu à toutes ces questions-là. Si on a épuisé un petit peu vos questions à ce point-ci, si on a un petit peu épuisé vos questions à ce point-ci, moi, je vous recommande vraiment beaucoup, là, si vous voulez des pratiques, ça, c'est un mini-test, c'est un vrai mini-test. C'est dans la mouture 2008. Donc ça, c'est la version solution. Elle est en ligne, c'est là pour vous. Ça, c'est la version questionnaire. Et si vous voulez savoir si vous êtes prêt, c'est la solution, ça aussi, quiz 3, quiz 2, à la bonne place. Donc, si vous voulez vous tester vous-même, puis savoir si vous êtes prêt, allez prendre ces questions-là, puis allez les tester. Donc, voici des vrais exemples de questions qui ont été données dans un vrai mini-test qui a été corrigé à mitaine en 2018. Et donc, par exemple, un exemple de question. Vous pouvez retrouver, c'est très possible que vous ayez exactement cette question-là avec d'autres paramètres. Tout à fait une bonne question. Si vous me dites c'est la même question, mais je m'en fiche. Si vous avez la bonne réponse, puis vous savez la répondre, je suis tout à fait content. Donc, question. Trouver le courant ID qui circule au travers la diode dans le circuit de la figure 1 en supposant que, bien sûr, il faut que je sois assez précis dans ma question, sinon je suis obligé d'accepter votre réponse avec ses variantes. Donc, si la diode est idéale, vous avez une tension positive ici. Je vais retourner au pointeur. Donc, vous avez une tension positive ici. Vous avez votre diode. Clairement, c'est positif. Clairement, elle est polarisée en direct. Donc, dans le modèle idéal, la chute dans la diode est 0. Donc, j'aurai 10 moins 0 sur 10 kΩ, 1 mA. Le courant, si la diode est idéale, c'est 1 mA. La diode au silicium peut être modélisée comme un dispositif à chute constante. Là, on est en train de vous dire, prends le modèle à chute constante, donc 0,7. 10 moins 0,7, 9,3 divisé par 10 kΩ. Donc, si j'ai 9,7 volts divisé par 10 kΩ, je vais avoir 0,93 mA. J'aime ça des calculs qu'on est capable de faire sans calculatrice. Puis j'aime ça des montages où j'ai choisi les valeurs de mes composants telles que je suis capable de les comprendre sans même utiliser ma calculatrice. Dans un VJT, pourquoi on dit que la recombinaison des charges dans la base crée un courant de base? OK, bonne question. Si j'ai dit ça, je n'irai pas me battre en cours pour celle-là. Résumé BJT, modèle introduction au BJT, fonctionnement du BJT, aller au bon endroit, attendez un peu, je peux gagner en allant plus vite, et là on est au niveau de ce modèle-là. OK. Je ne sais pas si je dirais créer un courant de base, je dirais que ce serait juste, si je l'ai dit dans le module, là, ça arrive que ma langue fourche, là, de façon dynamique, je ne suis pas scripté, je ne lis pas un texte, et ça peut arriver que j'utilise de façon imprécise un mot.
je dirais pas que ça crée un courant de base, ça me semble pas tout à fait juste. Donc, le principe de fonctionnement est dans le mode actif, j'ai une diode. La diode est en polarisation directe. Le courant en polarisation directe se compose de deux composantes. Le courant de trou, qui est pour cette diode en polarisation directe, il y a un courant de trou qui part de la base qui va vers l'émetteur. Il y a un courant d'électrons qui part de l'émetteur qui va dans la base. Et la portion du courant d'électrons qui part de la base et qui va dans l'émetteur, mais ces électrons sont minoritaires. Et donc, ces électrons minoritaires ont une certaine probabilité d'être absorbés par un trou. Donc, il y a une zone P, hein, un niveau de dopage typique, si vous voulez visualiser le modèle, un niveau de dopage typique, c'est 10 exposants moins 15 atomes par centimètre cube. Le nombre d'Avogadro, 6 fois 10 exposants 23. Le nombre d'atomes dans une mole, c'est de l'ordre de 10 exposants 23. Quand je suis dopé à 15 atomes par centimètre cube, j'ai un atome sur 10 exposant 8 qui est ionisé, qui a un trou, pardon, qui peut absorber, je m'excuse, qui peut absorber un électron. Donc, il y a un atome sur 10 exposant 8 qui est un atome de dopant, et cet atome peut absorber un électron qui passe. Donc, j'ai l'électron qui passe, il va avoir envie de traverser la base en 1 microseconde, en 100 nanosecondes. Donc, mon électron traverse la base en 100 nanosecondes, puis chemin faisant, il est en train de diffuser. Comme j'ai pris mon modèle j'ai une pièce, il y a de l'oxygène ici, il y a de l'oxygène ici, il y a une fenêtre ouverte, il y a une autre fenêtre ouverte, puis d'entre les deux, il y a juste de l'argon. Et à quelle vitesse je vais voir passer des atomes d'oxygène qui sortent de l'autre part? Ben, c'est ça, les électrons. Les électrons qui rentrent là veulent traverser, puis les électrons qui rentrent là peuvent se faire capter par un atome de dopant, et un électron capté par un atome de dopant n'ira pas plus loin. Et cet atome qui est capté, donc le courant dit de recombinaison, ben, c'est une portion du courant de base. La moitié, non, une portion, un des termes du courant de base. Et quand on va plus loin, je vais essayer de naviguer plus vite. Quand on est rendu ici, et ici, bon, le fameux courant de base, il y a deux composantes. Et dans ces deux composantes-là, je ne sais pas vous dire à l'œil laquelle est laquelle, mais en fait, oui, je le sais. La portion de recombinaison, c'est celle qui est en W carré, puis celle-là, c'est celle qui est en, je crois, je ne suis pas sûr à 100%, là, mais par ça, il y a un des deux qui est le courant de recombinaison, l'autre qui est le courant injecté, et quand vous regardez ces deux-là, il y a deux. Est-ce que les deux sont rigoureusement égaux? Absolument pas. Ça peut être 80%, 20%. Puis comme on vous l'a déjà dit, par le jeu et ce qu'on veut, et ça c'est du détail de compréhension. Dans le cours, on pourrait vous demander de calculer des choses comme ça, mais c'est pas ça le cours. Donc, on peut faire en sorte que si ça, c'est 100 fois plus dopé que ça est 100 fois plus grand que ça, et ça, on peut le rendre égal à ça. Donc, mais ça, là, comme un humoriste, vous ne comprenez plus rien. Donc, ce courant-là et ce courant-là, le IB1 et le IB2, les deux composantes sont le courant de base, les trous injectés dans l'émetteur et les électrons injectés dans la base qui se sont recombinés. Donc, est-ce que j'ai créé un courant de base? C'est plus juste de dire que le courant de base en polarisation directe se compose de deux composantes, les trous injectés dans l'émetteur et le courant de recombinaison. Voilà.
Une longue réponse, désolé. Et ça, en génie, les réponses courtes sont imprécises et fausses, puis c'est gossant pour un ingénieur qui veut être précis, puis moi j'ai le défaut de donner des longues réponses précises. Je sais pas où je suis rendu là-dedans. Est-ce que vous pouvez expliquer le numéro 2 de la section de la question 3 dans les exercices du mini-test? Oui. L'exercice du mini-test. Question 2. Attends un petit peu. Le mini-test. C'est la question 2 du mini-test. Je présume que c'est ce mini-test-là. Après, attendez un petit peu. Là, il faut que je me déplace, si Dieu le veut. D'accord? Donc, question 2, il y a une question 2, oui, donc, d'accord. Donc, si c'est bien la bonne question, celui d'après, je ne suis pas sûr de bien vous suivre. Est-ce que c'est cette question-là, oui ou non, que vous voulez? Je ne veux pas. Bon, si je n'ai pas de confirmation, c'est pas cette question. D'accord. L'autre mini-test, c'est le mini-test d'après. Donc, le mini-test 3. Donc, le quiz 3, là, attendez un petit peu. Là, je voudrais pas avoir la solution. Je voudrais avoir la question 2 du mini-test. D'accord. Ça va pas bien. OK. Celle-là. OK. Donc, dans le circuit de la figure 1, les condensateurs C1 et C2 ont de très grandes valeurs, d'accord? Donc, on est en train de vous dire, c'est le code pour vous dire, considérez que c'est en signal un court-circuit. Calculez le gain du modèle petit signal Vout sur Vs en considérant que la diode D conduit, puis on vous donne un paquet de paramètres et observez que on regarde Vout à Vs, Vout sur Vs, puis en fait, je dois vous dire que dans le design de cette question-là, il y a une erreur. Il y a une erreur de design dans la question, mais il faut corriger la question. Normalement, on aurait dû vous demander de corriger, de calculer l'atténuation entre de V0 compte tenu de V entrée. Mais on corrige la question. C'est quand même une bonne question, parce que la bonne question, est-ce que c'est celle-là ou c'est pas celle-là? C'est la question bonus qui vous intéresse? Parce que la question 3 bonus, ok, je m'excuse. Voilà la question 3. Pardon. C'est un peu difficile pour moi de... Question 3 bonus. Non. D'accord, non. Donc, il y a quelqu'un qui... J'ai juste une tête. Dans cette question-là, ben, je vais quand même finir de répondre à cette question-là. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci et qui est une erreur de design, c'est vraiment une erreur de design, mais on peut quand même vous demander de le calculer. C'est quoi Vout sur Vs? Mais en réalité, Vout sur Vs, il va y avoir une atténuation dans le montage. Il faut trouver la résistance dynamique sur le Vs, mais en réalité, l'atténuation, comme l'impédance de sortie ici est de 0, ça devient un diviseur résistif entre la résistance dynamique de la diode et R. Là, comme j'ai un temps fini, je vais y aller en paresseux et je vais aller voir la solution. Je vais regarder avec vous la solution. Puis, donc, on regarde la solution. Donc, il y a Vs. Comme on n'a pas demandé ce point, on l'a dit en fait, attention, on aurait pu demander, on aurait dû demander VE. À ce moment-là, il aurait fallu tenir compte du diviseur résistif. On ne tient pas compte du diviseur résistif parce que, comme on a demandé de Vout à Vs, la perte du diviseur résistif
vous ne la perdez pas. Donc, on a RD sur R, donc l'atténuateur fonctionne comme RD sur R plus R, la résistance dynamique. Là, il faut calculer la résistance dynamique de la diode, qui est état VT sur I. On a dit, prenez état égale 2, 2 fois 25, 50, 50 divisé par 3, 16 ohms, résistance dynamique de 16 ohms, donc c'est 16 sur 16 plus 50. Et donc 16 sur 16 plus 50, 16 sur 66, ça donne 0,25, un quart. Bon. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur Zarad. D'accord. Je vais activer votre micro. Monsieur Zarad. Oui, bonjour monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. Allez-y. Ça y est, vous avez votre question, je vous entends. Je voulais savoir ici, dans cet exercice-là, comment on voulait modéliser la diode par le modèle petit signal. Je me demande pourquoi on la modélise pas par une source de tension en série avec une résistance RD. La réponse, elle est relativement simple. Regardez, en passant, j'ai fait une erreur, hein, j'ai le mini-test en anglais, je m'excuse, c'est une erreur, mais pourtant c'est dit French. Omar avait de la misère en français, d'accord? Donc, il était anglophone, et c'est lui qui faisait le rôle de Ahmad cette année. Donc, désolé, je suis allé trop vite, j'aurais dû sélectionner la version en français. Find small signal gain. Trouver le gain petit signal. Donc, pourquoi ne mettons pas la pile qui correspond à la chute de la tension? Vous pouvez, dans un premier temps, la mettre, puis ensuite l'enlever. Il a sauté une étape, il aurait pu dessiner le montage au complet, le montage grand signal, avec un condensateur et avec l'autre condensateur, mais, et je l'ai déjà dit à peu près 10 fois dans le cours, un condensateur, ça coupe le DC. Un condensateur, ça coupe le DC. En signal, en petit signal, ça se comporte comme un fil. Mais en DC, ça coupe le DC. La chute de la tension de diode qui est là, elle est bien là, mais elle est coupée par C1 et C2, ce qui fait qu'elle n'est pas envoyée à la source, elle n'est pas envoyée à la charge, et le 0,7 volts de VD ou de 0,65 ou ce que vous voulez est coupé par C1 et C2. J'espère que je réponds à votre question. Donc, on ne met pas la source parce que le condensateur coupe le DC et en signal, en petit signal, ceci est le modèle complet. Là, il y a un micro. Il y a quelqu'un qui demande la parole. Je m'excuse, je ne vous vois pas. Si quelqu'un désire la parole, je ne vois pas présentement. Je viens de balayer. Je ne vois aucune main levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de prendre la parole? Non, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous êtes le seul? Est-ce que vous entendez du bruit de moi? J'ai eu des problèmes de qualité de connexion. Bon, OK. En passant, on ne s'entend pas puis on ne se voit pas hein, là-dedans. Donc, s'il y a un problème de son, si vous ne me voyez pas, si c'est saccadé, j'ai changé de connexion Internet cette semaine, puis si j'avais essayé de faire le cours avant hier, vous m'auriez vu pixelisé, en tout cas, j'aurais pas passé du tout. Donc, j'ai trouvé un workaround pour ça. Là. Donc, où en sommes-nous? Est-ce que là, il s'agit d'un montage atténuateur. Oui, oui, absolument. C'est un montage atténuateur. Ça fait la job d'un atténuateur. En réalité, c'est cette histoire de dire est-ce que je le prends là ou est-ce que je le prends là, Vout sur Vs, Vout sur Ve.
en voyant la solution, là, je me rappelle qu'on a déjà fait l'erreur, et si on fait Vout sur VE, ça ne fait pas l'atténuateur. Si on fait Vout sur VS, ça fait l'atténuateur. Et l'atténuateur se fait entre la résistance de la diode et R. Donc, il y a quelque chose que j'ai dit un peu plus tôt qui est en fait incorrect. Pour avoir l'effet atténuateur, c'est vraiment entre VS et Vout. Et l'effet atténuateur, on le voit bien dans l'équation qui est là, c'est le diviseur résistif entre la résistance de la diode et la résistance R. Vout sur VE égale 1. Vout sur VE égale 1, oui, exact. Donc, Vout sur VE étant égal, ce serait une question. Si on posait la question, et sans rire, là, on l'a fait l'erreur. On l'a fait l'erreur dans un problème, dans une question. On a dit, mais voyons, ça ne marche pas. Puis on a été obligé de donner les points. Vout sur VE égale 1, oui. On perd l'effet atténuateur. Et ça, ce serait, hey, je me suis trompé dans mon design. Et c'est l'erreur que je viens de faire. Il faut que VS soit sinusoïdal? Absolument pas. N'importe quel signal, vous pouvez en faire une série de Fourier, périodique ou pas périodique. Périodique, vous faites une série de Fourier. Non périodique, vous faites une transformée de Fourier. Quand je parle, le spectre de ma voix n'est pas périodique. Vous pouvez en faire une transformée de Fourier qui est une sommation de raies spectrales et ma voix peut se décomposer ou peut être approximée comme 1000 sinusoïdes de petite amplitude et ma voix passerait là-dedans atténuée. Donc, non, il n'est pas nécessaire que VS soit sinusoïdal, c'est n'importe quel signal. Même continu, tu as toujours du bruit. Je ne comprends pas là. Il y a des ping-pong qui m'échappent, là. Je comprends pas bien. Si quelqu'un veut répéter le net de la question auquel je pourrais répondre, ça me fait plaisir, mais je comprends pas la question. VS ne peut pas être du DC. Une nuance, par exemple, oui, VS pourrait être, imaginons, ok, je reprends un exemple que j'aime bien. Vous préoccupé de la stabilité d'un convertisseur tension entre Montréal et New York. Vous avez fabriqué 10 000 volts DC et vous voulez voir la fluctuation, vous voulez voir si vos ondulations sont correctes ou pas. Donc, ce signal ici, ce signal pourrait être, je vais le faire comme ça va être plus intelligent, ça pourrait être 10 000 plus 1 sinus de 2pi 60 T. Donc, 10 000 volts va être coupé par le condensateur. Et en passant, j'ai déjà dit ça, j'ai déjà fait ça comme exemple, mais là, je viens de l'écrire, d'accord? Donc, est-ce que VS peut avoir une composante DC? Oui, absolument. Montage très utile. Et là, mon atténuation, je vois carrément, comme je l'ai dit, et c'est vraiment comme ça que je pense, on va couper le DC, on va le tuer. Donc, je peux aller voir s'il y a un problème avec mon convertisseur tension-tension ou à mon interface tension entre Montréal et New York, et je peux aller mesurer la fluctuation qu'il y a sur la tension que j'ai produite. Et voici un montage tout à fait correct pour le faire. Il faut juste m'assurer que C1 a une tension de claquage qui est confortablement plus élevée que 10 000 volts. Une tension continue aura toujours des ondulations dans la vraie vie? Non, mais si vous voulez faire un redresseur de très grande puissance, un redresseur de très grande puissance, ça se fait avec des diodes. C'est comme un autre cours. C'est le cours d'électronique de puissance. En fait, il y a le cours d'énergie, le cours je ne me rappelle plus du numéro, il y a un cours en 3e année du côté
l'énergie, puis un cours en 4e année d'électronique de puissance, puis là, vous allez reprendre des montages, et là, je vous dis, si je veux faire un redresseur, et je veux envoyer 10 000 ampères à 10 kV entre Montréal et New York, ben, je vais me faire une batterie de diodes, et bien sûr, c'est pas pratique de le faire sans ondulation. Donc, toujours trop fort, généralement, quand vous avez un redresseur dont le but dans la vie, c'est de passer de la puissance, le premier étage d'un redresseur de puissance, d'habitude, sa sortie risque d'avoir cette gueule-là. Et si c'est un redresseur double alternance, hein, on a vu le redresseur double alternance, je pense que c'est important de peut-être de le souligner, et peut-être que la question va être correcte, tout à fait, j'ai aucun problème avec ça, c'est parfait. Moi, je suis là pour que vous compreniez et que vous ayez tous 100%. Donc, si je m'en vais faire un circuit d'alimentation et que j'ai ce montage, j'ai ce montage ici, j'ai ce montage ici, et je m'en vais là. Oups, où est mon pointeur? J'ai perdu mon pointeur. Là, ici, ben, si je suis en redressement double alternance, et ce redressement double alternance, ben, il y a l'onde positive, il y a l'onde négative, donc j'ai 120 redressements par seconde, et ça, la fondamentale serait à 120 Hz. Et série de Fourier, transformée de Fourier, vous avez tout appris ça. Donc, vous avez combien de fois vous avez vu les séries de Fourier depuis que vous, depuis dans votre cursus d'éducation? Bon, si vous analysez ça, la fondamentale est à 120 Hz. Normalement, la deuxième harmonique est nulle dans un signal qui est symétrique comme ça. La troisième harmonique va apparaître. Donc, l'énergie va être à la fondamentale, à la troisième, cinquième, septième et neuvième harmonique. Ça vient de quand vous, la première fois que vous avez appelé les séries de Fourier, et que vous pouvez mettre en application ici, et il est commun dans un redresseur de puissance dont le but, c'est d'aller transformer de l'énergie qui nous vient sous forme alternative vers une source DC, d'avoir un signal de type valeur DC plus un signal fois sinus de à 120 Hz, à 360 Hz, puis à, je sais pas qu'est-ce que ça donne, la cinquième harmonique de tête 600 Hz, donc, et qui va être la manière par laquelle vous 2 secondes pour manœuvrer, là. Si je retourne avec ce signal dans le montage de la question, c'est 2 secondes pour manœuvrer, là. Si je retourne avec ce signal et que je le retourne, ouais, ça a bougé, si je le retourne là, ben c'est exactement ce que je viens de vous montrer, sauf que pour avoir 2π 60 Hz, ce serait une sinusoïde pure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai un peu fait le tour. Il est 9h38, libre à vous de quitter si vous voulez. Mais je suis à vous, hein. Je suis absolument à vous tant que vous avez des questions. L'examen est à 10h30. Tant que vous avez des questions, je suis là pour vous. Peut-être pour provoquer des questions, je ne sais pas si je m'en vais dans le mini-test 3, la raison pour laquelle je les ai choisis, c'est que j'ai vraiment pensé que ce mini-test serait au niveau du genre de questions que Ahmad a pu vous créer. Et puis, donc, c'est une question bonus. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, moi, j'aime bien cette question-là en passant. J'aime bien cette question-là. On peut la regarder. Et puis, vous voyez le montage de tantôt. Là. Donc, vous voyez, et puis en passant, il y en a qui s'étaient plantés solides avec cette question-là à l'origine, mais encore une fois, toujours bien lire la question. J'ai tendance à ne pas le faire, donc faites pas ce que je dis, faites pas ce que je fais ce que je dis, lisez la question. Faire correspondre les circuits. Dans la version facile, on vous donne les solutions, on vous donne les montages, on vous dit matchez-les. Dans la version difficile, qu'on a faite à l'intra, qui est exactement la même question, on vous donne les montages,
Et là, on ne vous donne pas les images, on vous demande de les tracer. Le problème est bien sûr beaucoup plus difficile. Donc, dans la version mini-test de la question, on vous donne une famille de réponses, puis on vous demande de faire l'appariement. Et dans la version intra de la même question, parce que bien sûr on l'a fait, on a pris le côté gauche, puis on a demandé du côté droit de tracer la relation V-out-VS de ce montage, qui est plus difficile. Puis là, bien sûr, il faut reconnaître, celui-là, c'est quoi? Ben, puis là, ils ont, évidemment, dans le montage, pour comprendre, là, il faut que la diode soit idéale. Donc, si la diode est idéale, par exemple, pour avoir une réponse comme ça, il faut que la diode soit idéale. Pour avoir un comportement comme ça, avec une diode réelle, ça correspondrait à une diode réelle. Donc, si vous arrivez ici, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Le circuit E, d'accord. Donc, le circuit E, je vais descendre. Donc, le circuit E, c'est un des circuits qu'on a fait dans les autres applications de la diode. Il est, en fait, j'aimerais vous rappeler, pour répondre à votre question, que analyser le circuit E, ben, autres applications de la diode, j'espère que je l'ai pris. Attendez un peu. Circuit d'alimentation, Zener, BJT, diode. Bon, vous pour moi. J'ai oublié d'inclure les autres applications de la diode. Vous l'avez dans les slides du cours, en passant. Vous avez ça dans les slides du cours. C'est pas que je suis pas capable de le faire, c'est juste que ça aurait été plus joli, plus vite, plus rapide. Donc, comment on analyse un circuit comme ça? Donc, quand la tension ici, si la tension ici est positive, si la tension est positive, je vais l'analyser pour vrai, je n'ai pas la réponse. Si c'est positif, je m'en vais vers négatif, j'ai un ampli à grand gain. Si l'ampli est à grand gain, il a tendance à me donner une grande tension négative en sortie. La grande tension négative en sortie va polariser D2 et va bloquer D1. Donc, si je mets quelque chose de positif ici, si je mets quelque chose de positif ici, négatif ici, D2 conduit, D1 est bloqué, il n'y a rien qui fournit du jus. Qu'est-ce que je vais retrouver ici? 0. Ah ben là, je viens dans le fond déjà de trouver ma réponse. Si je marche par appariement, c'est celle-là, c'est la diode idéale. Mais vous m'avez demandé de l'analyser, je poursuis. Donc, positif, sur l'entrée négative, moins grande tension, la diode conduit, la D2 est conduit, D1 est bloqué, il n'y a rien qui passe dans R2 parce que ma masse virtuelle fait en sorte que V plus est à peu près égal à V moins. Donc, j'ai 0, j'ai à peu près 0 au travers R2 qui s'en va en sortie. Donc, en première approximation, ça donne ça. Du côté positif. Du côté positif, j'ai 0. Du côté négatif, négatif sur l'entrée moins, positif. Si je n'ai pas de rétroaction, l'ampli va faire saturer le montage. D1 conduit, D2 est bloqué. Quand D1 conduit, le montage et la manière d'analyser un circuit comme ça, c'est de dire, le montage va, l'amplificateur opérationnel va fournir la tension qu'il faut sur sa sortie pour faire en sorte que V plus est égal à V moins. Donc, il va fournir une tension en sortie telle que, comme si D1 était un fil. Et en fait, ça va être le montage qui inverse. C'est un montage qui inverse que vous devriez reconnaître. D1 devient un fil, D2 devient un circuit ouvert, et c'est la configuration qui inverse de l'amplificateur opérationnel, et donc avec un gain moins R2 sur R1, et Vout ici va être égal à Vout va être égal à Vs fois moins R2 sur R1, puis à cette place-ci, vous allez avoir plus V diode. Si
l'amplificateur opérationnel ne sature pas, vous allez avoir ici moins R2 sur R1 fois VS qui correspond à cette courbe. Voilà, j'ai donc fait l'analyse de ce montage. OK, est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être, il est 9h45. Écoutez, je vais me taire. Je vais arrêter l'enregistrement. Puis, donc j'arrête l'enregistrement.